Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Pour cet épisode exceptionnel, nous sommes particulièrement heureuses et sincèrement honorées d'avoir reçu le président de Renfort, structure créée pendant le premier confinement. Pilote de reconnaissance et de chasse, commandant de 2 escadrons, général de l'armée de l'air, ayant servi la France pendant 36 ans, Emmanuel de Romaimont est avant tout un homme de paix qui place l'humain au centre de ses préoccupations et de ses actions. Homme engagé et militant, il partage au micro de Choose Your Impact les initiatives de Renfort qui visent à rendre le monde un peu plus vivable en préservant le potentiel humain et la santé mentale notamment. Installez-vous confortablement parce que nous partons à la découverte d'un homme de pensée qui agit et qui refuse de subir. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel de Romaimont, président et cofondateur de Renfort, collectif qui s'inscrit dans une volonté d'agir au profit de la régénération du potentiel humain. Pourriez-vous nous présenter Renfort ? Alors, Renfort, c'est un rêve, une idée, et qui a pu se transformer en réalité, l'idée de mettre en relation des personnes qui peuvent aider dans différentes spécialités, différentes disciplines, des personnes qui, elles, sont confrontées à des situations de stress et qui ont besoin de consolider leur potentiel, de le préserver, voire même de régénérer, qui sont épuisées et à qui il est possible d'apporter des solutions dans les temps très courts. Et c'est pour ça que Renfort rassemble des disciplines différentes, aussi différentes que les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été développées dans les armées françaises depuis plus de 30 ans, qui sont maintenant dans le monde civil aussi depuis une dizaine d'années, de la méditation de pleine conscience, du chant, de l'accompagnement vocal, du coaching, de l'accompagnement psychologique, de la régulation de l'attention, leadership et management de crise. Donc toutes ces dimensions, toutes ces disciplines qui peuvent apporter et qui peuvent aider l'individu à la fois sur le plan, sur la dimension du corps, la dimension émotion, psyché, la dimension cognitive aussi, la charge mentale, et la dimension aussi du sens de ce que les personnes font. À partir du moment où les gens sont alignés, ils peuvent récupérer et puis résister mieux et trouver plus d'énergie. Donc c'est en partant de à la fois mon expérience de pilote de chasse, de militaire confronté en opération à des situations difficiles que je suis parti de cette idée qu'on pourrait aider des personnes à plus tenir et qu'il y avait une possibilité de le faire dans des temps très courts. C'est pour ça que tous les protocoles ont été particulièrement adaptés et on s'est mis à la disposition de gens qui n'avaient pas de temps. L'idée centrale étant de dire à toutes les personnes qui sont confrontées à ce genre de situation, prenez le temps pour vous-même. Arrêtez-vous 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. C'est pour ça qu'on a défini des protocoles qui vont de 5 minutes jusqu'à 30 minutes, 1 heure, 1 heure, 1h30. Mais prendre le temps de s'arrêter même pour tenir, en fait, pour durer. Et en fait, la vraie conviction qui est derrière, c'est que nous avons tous en nous-mêmes cette capacité à tenir, ces capacités thérapeutiques, mais encore faut-il les connaître. Et il nous semblait nécessaire de mettre à disposition du plus grand nombre toutes ces pratiques qu'on appelle des pratiques qui relient intériorité et extériorité et qui ont prouvé leur efficacité. Voilà l'ADN, si vous voulez, de Renfort, c'est faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de ça et se mettre en chemin et puissent eux-mêmes après se bénéficier de ça et décider de s'engager sur un apprentissage plus complet. Et qui accompagnez-vous plus particulièrement ? Alors, nous avons accompagné pendant le premier confinement, donc principalement des personnels de santé, confrontés, que ce soit des hôpitaux, des EHPAD, des personnels de santé qui nous sont adressés individuellement. L'idée étant de traiter à la fois des demandes individuelles, des demandes collectives sur place, et le faire aussi en présentiel, quand c'est possible, c'est bien sûr mieux, mais aussi de le faire en distanciel. À partir du moment où on a des possibilités d'aider les personnes en distanciel, on tend le faire. Donc on a été jusqu'à
toucher, avoir des partenariats avec plus de 75 établissements de santé et toucher plus de 2500 personnes pendant la période du premier confinement. Voilà la priorité. Mais par ailleurs, nous avons des étudiants qui nous appellent, nous avons des personnes qui sont en détresse et j'attire vraiment l'attention sur le fait que je pense que les situations sont particulièrement difficiles pour les jeunes étudiants en début d'université par rapport à la concentration, les questions de morale, et je crois que c'est notre devoir d'essayer de leur transmettre un peu ces techniques. Donc principalement aujourd'hui du personnel de santé, que ce soit hospitalier ou du personnel de médecine de ville. Combien de personnes agissent au sein de Renfort ? Alors, au sein de Renfort, pendant le premier confinement, nous étions jusqu'à 400 accompagnants, c'est-à-dire avec toute spécialité, TOP, technique d'optimisation du potentiel et méditation de pleine conscience particulièrement. Et puis peu à peu, on a élargi. Aujourd'hui, on a élargi à de la communication empathique parce qu'on a aperçu que les gens avaient besoin de paroles, de mêler la dimension physiologique avec la dimension psychologique et la prise de parole en public. Donc aujourd'hui, on est dans une configuration où on peut apporter, on est à peu près sur entre 100 et 200 accompagnants potentiels et rayonnant sur toute la France, y compris les dom-toms. L'expérience qu'on a retirée nous a conduit à créer une entreprise sociale et solidaire qui comprend 2 piliers, une association qui s'occupe de tout ce qui est bénévolat, du pro bono, et puis une société coopérative à intérêt commun qui nous permet de ne pas chercher à avoir des bénéfices, mais d'avoir un équilibre économique qui nous permet de faire ce qu'on appelle la redistribution de solidarité au profit d'établissements ou de personnes qui normalement n'ont pas accès à ce type de pratique. Donc cet équilibre nous permet peu à peu de monter en puissance et c'est ça qu'on est en train de mettre en place en répondant à un besoin. J'insiste sur le fait que une des grandes leçons du confinement, de la première période, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce dont ils ont besoin. Le but de Renfort, c'est de leur proposer un parcours, alors après un entretien d'écoute et d'orientation, qui choisissent un parcours. On s'aperçoit qu'au bout de 6 séances, les gens commencent à voir, soit c'est du chant, soit c'est du top, soit de la méditation, ce dont ils ont besoin, et que ça correspond à quelque chose qui fait écho en eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer comme ça en une séance, 2 séances. Il faut intérioriser les choses et il faut les intégrer. Et à ce moment-là, la conscience, le niveau de conscience évolue. La grande leçon, c'est que la plupart des gens ne savent pas. Et c'est là le rôle de Renfort. C'est pour ça qu'on parle dans notre langage de primo-accompagnement, c'est-à-dire qu'on aide à orienter les personnes pour qu'ils se mettent en route quelque part et que les aident et qu'elles trouvent auprès de différents thérapeutes ou différentes personnes les aident. Mais au début, il faut qu'elles soient orientées. On s'aperçoit que en facteur de stress, parfois il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, qui ont envie de s'asseoir, d'être encadrés, d'être pris en charge. Tout dépend, il faut s'adapter au caractère différent des gens. Et il y a des résistances, des façons de fonctionner en réaction aux situations de stress qui sont complètement différentes. Et l'idée de cette multidisciplinarité, elle est très positive parce que on apporte un suivi et on apporte une complémentarité. Je suis intimement convaincu qu'il y a une complémentarité entre un chanteur, entre un top, entre un méditant. On a tous besoin de tout et personne n'a le monopole. Et je pense que l'être humain est un être complexe et il peut tout encaisser dès lors qu'il est préparé. Donc il faut lui donner ces clés-là de développement. C'est un peu d'anticiper. Le message fort qu'on peut faire passer, c'est que la résilience, chère à Boris Cyrulnik, elle est importante, la résilience individuelle, mais la résilience collective aussi des groupes. Elle n'arrive pas comme ça, elle s'anticipe et elle s'apprend. Et c'est là qu'est le grand message, c'est que ça s'apprend. Et donc, si on prépare les personnes à encaisser des situations difficiles, sur les 4 dimensions que j'ai évoquées avant, la psyché, le corps, la charge mentale et le sens, on peut tout encaisser, on peut supporter, en tout cas on peut éviter, on peut atténuer les effets négatifs. Et ça, c'est là où mon expérience, en tout cas personnelle
pilote de chasse et de ce que nous avons vécu pendant les 40 dernières années est très très pertinente, parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait, dès lors qu'on préparait les individus à ça, éviter les syndromes de traumatisme, éviter les syndromes d'épuisement, réduire la facture, donc le coût d'un épuisement. Et ça, c'est vraiment une énorme plus-value. C'est que l'investissement qu'on fait sur la prévention, en matière de prévention, se traduit par des gens qui vont vers un mieux-être. Et on récupère moins de gens épuisés, on a plus de gens qui sont en forme, et donc le potentiel humain de l'individu et le potentiel des collectifs dans lesquels ils sont est beaucoup plus fort. Et l'idée centrale, et c'est aussi le message fort qu'on a vu pendant le premier confinement, c'est que malheureusement, nous sommes intervenus dans ce qu'on appelle dans le jargon médical la prévention tertiaire, c'est-à-dire quasiment avant le burn-out, avec des gens qui sont épuisés. Aujourd'hui, ça continue à être le cas, et il faut aller progressivement vers faire plus de prévention dite primaire, c'est pour anticiper et faire partager. Et je pense que la plus-value du collectif Renfort, c'est de couvrir ces 3 champs de la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Renfort s'est transformé depuis le premier confinement, vous venez de nous le préciser. Et de quoi Renfort a-t-il besoin pour se développer ? Alors Renfort a besoin maintenant de se faire connaître, c'est-à-dire de faire connaître ses protocoles. Et on a besoin de soutien aussi, de subventions pour pouvoir nous structurer, disposer d'un petit noyau de permanents qui garantissent la structure. Je pense qu'on a besoin de démontrer de façon plus large la pertinence de tout ça. On l'a démontré auprès des gens qui témoignent, mais il faut sans doute l'appuyer par des évaluations scientifiques pour chacun des protocoles. Il faut l'appuyer en garantissant la solidité de notre vivier d'accompagnement. Et il faut que Renfort soit un collectif qui attire des accompagnants qui acceptent tous dans leur discipline de se mettre au service de ce collectif. C'est un peu l'idée d'être un peu une espèce de corps de réserve sanitaire spécialisé dans la prévention. Si parmi toutes les personnes qui sont là et de qualité, et Dieu sait s'il y a des personnes de grande qualité dans ces domaines-là, acceptent de donner 5 jours, 10 jours pour faire ces primo-accompagnements, je pense que Renfort a réellement de potentiel pour apporter et trouver sa place sur une échelle d'ailleurs française, mais aussi internationale, parce qu'on a vu que ce concept n'existe pas et que nous sommes déjà intervenus au profit de personnels étrangers, d'hôpitaux étrangers, qui n'ont pas ce type de structure. Et on voit bien que ces phénomènes d'épuisement se retrouvent un peu partout dans les ONG, dans les endroits, et donc pouvoir répondre de façon simple, c'est aussi l'objectif, et surtout de le faire dans un temps très court. Et un des éléments dont on aura besoin aussi, c'est de réfléchir à une amélioration des outils informatiques qu'on peut utiliser, l'outil numérique, pour faciliter les mises en relation. Dans un monde parfait, je rêve d'un moment où les gens se manifestent et quelqu'un, au lieu d'attendre pas bien et d'attendre un rendez-vous ou d'avoir des rendez-vous longs et dans un temps, d'avoir une première mise à disposition de personnes qui peuvent l'aider. En fait, derrière tout ça, c'est tout simplement mettre une entraide, de structurer une entraide avec les outils modernes et le faire en 2020, 2025. Et je pense que si on réfléchit à ça, on peut faire beaucoup mieux et faire progresser cette mise en relation entre des gens qui en ont besoin avec des gens qui peuvent répondre à ce besoin. Donc on sent bien l'ambition. Vous avez envie d'emmener aussi, d'embarquer Renfort en dehors de nos frontières. Comment vous voyez évoluer ce Renfort ? Je pense que Renfort, mais c'est présomptueux de le dire, mais Renfort a potentiellement, parce que le terme de la santé mentale est important et que cette dimension psychologique, la dimension préparation des esprits est quelque chose de fondamental. Et je crois qu'on est tous particulièrement secoués par ce que nous vivons en ce moment. Renfort peut servir de modèle. Je sais pas si c'est à Renfort de devenir une ONG mondiale et d'avoir des antennes dans chaque pays. Je sais que dans le monde francophone, des gens veulent faire Renfort Belgique, Renfort Suisse. Ça pourrait être une option, mais
la question qui va se poser, c'est de savoir quelles populations sont plus en souffrance et vers quelle population, au sens général, quelle cible on vise, si vous voulez, même si le terme cible n'est pas adapté, mais est-ce qu'on va vers... quand on regarde les statistiques, 3,2 millions de personnes sont en pré-burn-out en France. Donc, si vous calculez tout ça, donc nous, on apporte, nous ne sommes pas les seuls, mais cette petite pierre qu'on peut apporter, auprès de qui on peut l'apporter. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que le personnel de santé sont les gens qui sont les plus exposés à ce qu'on vit. Donc, ça reste le prioritaire. Dans un deuxième temps, le monde de l'éducation nationale. Et ensuite, on peut parler du monde de la justice. Je pense que les jeunes générations qui sont pas tellement exposées, et puis derrière aussi le monde de l'entreprise. Donc Renfort peut accompagner cette évolution qu'on est en train de voir aujourd'hui avec l'irruption du numérique. Et pour répondre à votre question un peu plus directement, je pense que ça dépendra beaucoup du rapport qu'on aura avec les ONG, avec des organisations qui eux ont une dimension internationale et qui expriment des besoins de ce côté-là. Je suis frappé par des organisations comme Alima, MSF, des gens qui sont et qui travaillent sur ces questions-là et dans lesquelles la question de la santé mentale, la question de l'équilibre physio-psychologique de ces personnes compte de plus en plus. Et c'est pour ça qu'à cet égard, on est très heureux d'avoir noué un partenariat avec une association, avec un organisme extraordinaire qui est basé à Dakar, qui s'appelle IT for Life et qui met à disposition des solutions numériques très intelligentes et très pertinentes pour faciliter les mises en relation. Donc, on verra comment ça se passe. Mais encore une fois, ce concept de multidisciplinarité, c'est-à-dire de faire converger les choses, il est peut-être un peu à 180 degrés d'un monde qui veut qu'on est plus basé sur la compétition. Et je pense que c'est un peu le pari de Renfort, d'essayer de faire converger tout le monde. Moi, je suis de ceux qui pensent que le temps est venu de faire converger tout ça et d'essayer de promouvoir un peu plus de coopération, en tout cas de coopétition que de compétition, dont on voit encore une fois tous les ravages derrière. Dans le domaine qui est le vôtre, celui de la santé mentale, quel est le chiffre ou la donnée que vous avez envie de partager avec nous, quelque chose d'impactant, hein, comme un peu un chiffre choc? Il y a un ratio qui est intelligent, un chiffre qui méritera d'être précisé, c'est de l'argent qui est dépensé chaque année pour venir en soutien des gens qui sont en burn-out, avec toutes les conséquences sur les entreprises. Il doit être mis en rapport de tout l'argent qu'on pourrait donner sur mettre en matière de prévention. Donc, de la même manière que la lutte contre la drogue, contre l'alcoolisme, contre un certain nombre de choses, je pense que c'est ce ratio qu'il faudrait faire apparaître, et c'est pour ça que vous avez un nom extraordinaire, Choose Your Impact. La question de l'impact social, de l'impact socio-économique, de l'impact de ce que Renfort peut apporter mérite d'être mesuré, et nous ne sommes pas les seuls, mais mesurer l'impact d'action de prévention, c'est ça qui doit être mis en rapport des conséquences d'une non-prévention, si vous voulez. Donc, et je fais un parallèle avec le monde de l'aéronautique dont je suis issu. Quand j'ai commencé, nous avions beaucoup d'accidents, 40 ans, j'ai commencé en 1979, donc notre génération a été confrontée avec des taux d'accidents qui étaient très forts. Et peu à peu, à force de travailler justement sur les aspects de sophrologie, de facteurs humains, qui ont été à l'origine d'ailleurs du développement des techniques d'optimisation du potentiel, on est passé dans ce qu'on appelle les incidents aux presque incidents, aux accidents aux presque accidents. C'est avoir cette espèce de recul sur les choses qui vous permettent d'éviter l'accident. Et ça, c'est fondamental parce que c'est comme une espèce d'assurance. Enfin, c'est un investissement qui est difficile à démontrer parce que c'est parce que vous avez investi là-dedans que finalement les gens sont mieux. Et peut-être qu'une des métriques qui sera intéressante à regarder, c'est pour ça qu'on a adopté cette métrique. Nous, on considère que quelqu'un qui a fait un parcours d'accompagnement, au moins un seul, il a plus de chances d'être mieux dans sa vie et de se mettre en route sur un chemin où il va apprendre à développer ses propres capacités thérapeutiques. Ça peut être le chant ou tout le reste. Donc c'est ça qui est important. Mais je crois que
socialement, au niveau de la société de manière générale, nous avons un devoir de réfléchir à cette question de la place de la prévention. Et nous savons très bien qu'en France, ce n'est pas quand même notre culture et qu'on est plutôt dans le curatif. Et on s'aperçoit que c'est dans le domaine de la santé mentale, avec les travaux de neurosciences, l'épigénétique, tout ça, tout ce qui peut être fait en amont a un impact considérable sur la suite. J'ai envie de citer quelque chose, qui est une phrase qui me touche beaucoup, qui dit « Vivre en surface vous punira d'avoir ignoré l'avenir qui toujours hérite ». Si on ne travaille pas sur ces questions-là en amont, on héritera, enfin, en d'autres termes, la résilience qu'on aura collective, individuelle de nos groupes, de nos hôpitaux, de toutes les structures, elle sera faible parce qu'on n'aura pas travaillé en T. Donc tout ça, ça se travaille en amont. Et c'est pour ça que Renfort a la volonté de s'inscrire maintenant dans un temps long. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse, de trouver notre place au service de la société. Alors Renfort répond déjà à énormément de problématiques, à une très très belle ambition, même peut-être en dehors de la France, mais en dehors de Renfort, est-ce qu'il y a un projet dans lequel vous auriez aimé vous investir ? Moi, j'ai peut-être envie de vous de transformer un peu la question en disant, je suis parti je pense que ce qu'on démontre à travers Renfort, et je pense que c'est le défi de notre génération, de nos générations, de ceux qui sont actuellement dans la population active, que transmettre aux jeunes qui arrivent, c'est de faire œuvre collective, de laisser quelque chose aux générations qui soit un peu plus solide. Donc cette question de faire œuvre collective, elle est sous-jacente. Et elle est sous-jacente de tous mes engagements personnels. Si j'ai réussi à faire Renfort, c'est parce que je me suis engagé sur la question de l'eau et de l'accès à l'eau profonde en zone africaine, notamment dans les zones arides et tout. Et je suis convaincu que derrière la question de l'eau, et c'est la même chose pour Renfort, c'est une question de système de compréhension et de capacité que nous avons collectivement à répondre à un souci. Au moment où on a le changement climatique qui arrive, toutes ces problématiques, la question auquel on souhaite contribuer, et Renfort, c'est une petite pierre, encore une fois, comme on le fait avec Plus d'eau pour le Sahel, c'est la question de la capacité à faire du collectif, c'est la capacité à s'organiser pour répondre avec des gens qui sont différents, qui ont des spécialités différentes, qui font comme on construit avec comme les cathédrales ont autrefois été construites avec des gens qui ont des spécialités différentes. Donc, moi, j'ai un message à faire passer, c'est de dire que c'est pour ça que j'ai développé avec le militaire, le général, puisque je le suis et que j'ai été dans le commandement et dans la direction d'opérations complexes, de systèmes complexes. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à ce défi de s'organiser. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans Renfort, on a proposé une fonction leadership et management de crise, parce que derrière, même si vous avez la bonne volonté de travailler individuellement, il y a une question d'organisation et de réponse collective face aux défis qui nous sont posés. Et donc, j'ai envie de vous répondre en vous disant que mon souhait, c'est que à la fois l'initiative Plus d'eau pour le Sahel que je porte, que Renfort, réussissent, mais démontrent et arrivent à faire converger des gens, à les mettre en relation, interligérés, à les relier pour œuvrer collectivement et faire en sorte que l'agrégat des actions qu'ils vont faire soit positif. Ça, c'est vraiment et c'est vraiment peut-être là où l'officier qui peut apporter à la société, qui a l'habitude de ce genre de choses, de se projeter un peu sur le moyen et long terme aussi, peut apporter quelque chose. Et je pense que c'est ce à quoi certains ont fait écho, et dans l'équipe fabuleuse qui me soutient et que je salue là, il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans cette dimension-là, qui savent que quelque chose doit être changé. Et c'est de l'ordre d'une réorganisation de la façon dont nous coopérons, dont nous travaillons ensemble. Parce que la question qui se pose pour nous aujourd'hui, collectivement, c'est est-ce que nous allons continuer à subir ou est-ce qu'on peut changer le cours des choses. Et je suis toujours de ceux qui pensent que, quelle que soit la difficulté des moments que nous passons, on peut toujours agir et on a toujours de la marge de manœuvre, mais encore faut-il qu'on s'organise et qu'on soit préparé à ça. Et c'est le sens du message que je veux vous faire passer.
Alors, vous nous avez parlé de votre histoire, un petit bout, vous avez parlé de vos engagements, mais qu'est-ce que peu de personnes savent sur vous? Peut-être que peu de personnes savent que ma génération à moi a été confrontée à l'évolution d'avions très modernes qui dépassent les limites de l'homme et que de fait, c'est par la capacité qu'on a à se relier à l'intériorité qu'on peut être pertinent, qu'on peut dire fort, comme on dire en extériorité. Je veux dire par là qu'on peut, c'est parce que vous êtes relié à vous-même que vous pouvez trouver la façon d'agir de façon juste. Je suis pas du tout de ceux qui disent que il faut opposer contemplatif et actif. Au contraire, on est un meilleur actif dans la vie si on est capable de se relier et de travailler sur ces pratiques d'intériorité. Et peut-être que ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis chanteur et je suis aussi donc militant, engagé. J'ai essayé de comprendre et que cette compréhension des mécanismes humains, mentaux, d'abord elle est passionnante, c'est un domaine passionnant et elle ouvre un champ et je pense réellement que l'avenir de nos groupes humains et l'avenir et même tout l'aspect qualité de vie, il est lié à ça. Donc je pense que quand on dit relier intériorité extériorité, ce n'est pas un vain mot et c'est indépendamment de toute dimension spirituelle. C'est quelque chose qui peut être travaillé et qui rend, quand on y arrive, les choses beaucoup plus agréables et qui rend un plaisir de vivre ensemble, de faire des choses ensemble. Et quelle est l'énergie qui vous fait vous lever le matin? C'est là, vous allez m'amener sur un terrain personnel. Il y a peut-être un peu une rage, peut-être parfois une forme de colère et tout, qui consiste à éviter, quand on regarde l'évolution du monde, à penser qu'on peut toujours éviter les catastrophes, éviter les effondrements. Cette phrase de Foch, juste avant la Première Guerre mondiale, ne pas subir. Et je pense que la pire des choses serait de subir. Et donc, c'était Malraux qui disait transformer l'expérience en conscience. Je suis pas plus intelligent que la plupart. J'ai juste eu la chance d'avoir dans ma vie beaucoup de multiplier les expériences et de travailler à beaucoup de niveaux, de faire, comme dit certains, l'hélicoptère, c'est-à-dire de travailler à la fois avec le concret, le réel, et de pouvoir interconnecter justement les gens, de pouvoir rassembler, de pouvoir trouver le langage qui va bien pour parler à des corporations différentes, qui parlent tous avec leur sémantique, leur jargon, qui ont des préoccupations différentes. Et que à partir du moment où j'ai cette possibilité d'agir, j'essaye, je me motive, donc je pense qu'aujourd'hui, en termes d'organisation des systèmes humains, nous sommes confrontés à des problématiques assez fortes et qui révèlent et qu'il faut s'interroger, mais surtout au-delà, il faut parler, mais surtout il faut agir derrière. Voilà, alors c'est un homme d'action qui agit en homme de pensée, un homme de pensée qui agit en homme d'action, mais c'est ça ce qui me fait lever le matin, de me dire que j'ai envie de laisser quelque chose, et c'est pour ça que je travaille à la fois sur l'eau et de construire, de bâtir quelque chose. Je crois à la vertu des efforts longs, des constructions solides, et j'ai envie de démontrer que cette entraide est possible. Et puis c'est aussi un chemin de découverte pour moi. Je vis ça comme une rencontre où j'ai rencontré des gens merveilleux, des gens qui veulent aider, des gens qui sont derrière. Donc si avec l'envie du matin, c'est de me dire je vais développer, comme disait Gandhi dans cette phrase, l'éducation c'est d'apprendre à développer le meilleur de soi-même. Le matin, j'essaye de me dire que n'ayant plus grand chose je suis pas dans le vouloir démontrer, ça, j'ai pas un problème d'affirmation de moi, j'ai juste une volonté de contribuer à ce que le cours des choses évolue plus positivement et de développer pour moi un peu ce qu'il y a de meilleur en moi, mais je dis pas que c'est facile non plus, mais c'est de découvrir aussi des facettes de la vie qui sont très riches et dans ces moments difficiles, c'est un peu exacerbé. Je crois que nous sommes tous renvoyés
à quelque chose de difficile. Donc, et si on n'a pas cette assise, cette structure, cette notion d'alignement, donc je pense qu'on peut se fragiliser. Donc voilà, j'essaie de contribuer. Je crois qu'avant tout, le plaisir, il est dans le partage. On est ensemble. C'est ce qu'on fait là avec vous. Et on partage pour d'abord impacter, puis ensuite avec l'impact, on change le monde. Je veux dire, donc non seulement on change son impact, mais derrière on change le monde. Et je pense qu'on doit être acteur de ce changement. Donc pour résumer, je me réveille en me disant en quoi je peux être acteur de mon petit monde autour de moi. Alors, on s'achemine vers la fin de notre interview et là, je m'adresse effectivement à l'homme d'action. Et la dernière fois que vous vous êtes dit « Allez, fonce, ça va être génial », c'était quand et c'était pourquoi ? C'est une question difficile que vous posez là parce que je suis un homme, j'ai servi pendant 36 ans à l'armée et on est des hommes de devoir. Et on est au service des autres, de la nation, et le calcul n'est pas souvent en termes de plaisir personnel. C'est de raisonner collectif, si vous voulez. Et donc, effectivement, on avance en fonction de convictions. Je voudrais dire que j'ai eu effectivement, alors je vais pas revenir sur ma carrière militaire qui a été plein d'engagements, où j'ai trouvé des moments géniaux comme je vous l'ai dit, où je me suis engagé à la fois les aspects de formation et tout le reste. Je pense qu'il y a eu depuis les 5 ans, depuis que j'ai quitté le service actif, j'ai envie de dire qu'il y a eu un moment fort où j'ai lancé l'initiative Plus d'eau pour le Sahel, où je suis convaincu de la justesse de ça et j'ai accepté de me lancer. Et j'ai créé une dynamique, qui a été sélectionnée au Forum pour la paix de Paris, des choses. Et là, je me suis dit, waouh, c'est bien et on est en train de relancer ça de façon un peu différente, prenant acte de tout ce qui se passe avec le Covid. Le deuxième moment, c'est de me dire aussi que je suis un grand marcheur et que je me suis mis en marche. Et à travers cette marche, c'est aussi d'accepter de se remettre en cause. À tous les âges, on peut se remettre en cause pour découvrir ce qu'on a en soi. Et le diplôme universitaire de méditation et neurosciences a été pour moi une révélation. Ce que j'ai passé là à l'université de Strasbourg l'année dernière au Mont-Saint-Odile et en début d'année 2020, fabuleuse expérience. On parle d'épigénétique, de neurosciences, de tout et de médecine chinoise, de croisée d'attention, de tout ce qui est de tout l'impact. Et là, c'est tout un monde relativement riche qui émerge et qui est donc je suis particulièrement fier d'avoir fait ça et très heureux de mettre en route pour ça. Et ce réseau a été déterminant. Enfin, tout ce que j'ai pu acquis a été déterminant dans Renfort. Et après, je pense que quand j'ai écrit le premier papier pour Renfort le 19 mars, je crois que c'était un samedi 10 mars, quand un de mes camarades, ancien moniteur de sport de l'armée de l'air, Laurent Soria, un ami m'a proposé, m'a dit Emmanuel, il y a quelque chose à faire pour aider les gens, et j'en étais convaincu. On a créé cette dynamique. Là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et il fallait bâtir cette espèce d'hospice virtuel et de quelque chose qui pouvait être apporté, que je pouvais effectivement y contribuer, que j'avais l'aptitude pour le faire. Je crois fondamentalement, je crois que tous les gens qui étudient la collapsologie, tous les systèmes humains, toute l'histoire des groupes humains était fondée sur l'idée que c'est la façon dont ils ont structuré l'entraide qui a déterminé l'évolution. Si vous regardez la Via Francigena du côté en Italie, ou même la voie de Compostelle, tous ces hospices qui ont été créés, la structuration des villes a été faite sur la capacité sur ces grands hospices, ces grands hôpitaux à l'époque où c'était livré. Aujourd'hui, je pense que la capacité que nous avons à prendre en compte ceux qui sont les plus faibles d'entre nous sera déterminante. Donc c'est avec cette conviction et que en rendant, peut-être pour ça que je fais une allusion à Renfort, mais quelque part se rendre plus fort en acceptant, c'est toujours pareil, c'est d'accepter ses faiblesses. Voilà, alors je réponds à votre question, je fais un résumé en disant que de ces 3 engagements, je fais qu'apprendre et j'en suis, ça a été génial effectivement, enfin génial mais génial mais exigeant quoi, parce que si vous voulez impacter,
c'est le cas de le dire, il faut persister, il faut perdurer, il faut avoir beaucoup de détermination et de persévérance. Nous arrivons au terme de cette interview. Merci pour votre temps. C'était très riche et très engageant. Est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter ? Peut-être envie de dire que, là je vais te reprendre un prisme un peu gaulien, mais il y a derrière tout ça, vous l'aurez compris, une certaine idée de l'homme, pour reprendre sa phrase, une certaine idée d'une conception de l'homme, de la vie humaine. Mais il y a une certitude, ce que Renfort va devenir, ça dépend pas de moi. Mais par contre, il nous appartient on a des problèmes aujourd'hui de mettre les forces en mouvement. Je suis convaincu que, à partir du moment où les forces sont en mouvement et qu'on arrive à structurer, on pourra répondre aux défis et le faire ensemble et de façon plus apaisée. Ça n'exclut pas les tensions, ça n'exclut pas la friction. Donc je pense simplement que mettre les forces en mouvement, on est dans une évolution assez profonde, dans un mouvement qui est très fort. Et qui va laisser beaucoup de gens déstabilisés. Je pense qu'il faut accepter de reconnaître que, et c'est un rationnel qui parle, un pilote qui sait qu'il y a les lois physiques, que parfois on maîtrise pas tout, donc il y a une part d'intuition. Donc mettre les forces en mouvement, j'espère que Renfort contribuera à mettre certaines forces positives en mouvement. Et puis peut-être citer après un de mes penseurs favoris, c'est Edgar Morin qui parle de la pensée complexe aujourd'hui, qui dit ouvertement qu'il y a toujours dans l'humanité un rapport entre Eros et Thanatos, entre les puissances qui tirent vers le bas et celles qui tirent vers le haut. Il faut être lucide sur tout ce qui se passe en ce moment. Donc il faut aller vers ce niveau où il y a plus de convergence que de divergence, et c'est peut-être ça que j'ai envie de faire passer, parce que derrière il y a la paix, et il y a rien de pire que la guerre. C'est un militaire qui le dit, et un militaire d'active vous savez, je suis en général 2e section, et la paix, elle se prépare, et elle se prépare d'abord par une paix intérieure, et c'est ce à quoi on doit travailler. Sinon, on retombera dans les mêmes écueils, et l'humanité, et nous risquons d'en souffrir, en tout cas les plus faibles. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.